Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé avec Maître Justin Dongweoundé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. pourvues de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers de lumière de chaque jour. Laissez mon père tranquille et je vous ferai marcher. C'est ce qu'a dit la fillette de 10 ans au juge en fauteuil roulant. L'ensemble du tribunal a éclaté de rire. Personne n'aurait imaginé que cet enfant cachait le secret qui allait tout bouleverser. Je vous ferai marcher si vous libérez mon père. Les mots ont traversé le palais de justice de Paris comme un éclair déchirant le ciel sombre. Toute la salle, remplie d'avocats, de journalistes, d'agents de sécurité et de curieux, s'est tue une fraction de seconde avant d'éclater en d'assourdissants éclats de rire. Jeanne, une petite fille aux yeux déterminés et aux tresses simples, se tenait au centre de la salle. Ses baskets usées grinçaient sur le sol en marbre, tandis qu'elle se dirigeait vers le banc principal. Sa robe simple flottait légèrement à chacun de ses pas fermes, mais rien en elle ne trahissait l'hésitation. Le juge Antoine Dubois, connu dans toute la ville comme le magistrat le plus implacable du système judiciaire, observait la scène depuis son fauteuil roulant. Son visage, endurci par le temps et la douleur, portait de profondes rides qui semblaient raconter des histoires de sentences sévères et de décisions incontestables. Pendant des années, personne n'avait osé le défier. Pendant des années, sa parole avait été loi absolue et maintenant un enfant lui promettait de lui rendre quelque chose que la vie lui avait brutalement arraché. « Monsieur le juge !» La voix de Jeanne a résonné à nouveau, cette fois plus fort, coupant les rires qui résonnaient sur les murs. « Vous marcherez à nouveau, mais vous devez d'abord rendre justice. Libérez mon père. » L'explosion de rire fut encore plus forte. Un homme des rangs arrière a crié moqueusement. « Alors, fais-le danser, petite. On attend le spectacle. » D'autres ont applaudi, transformant le moment solennel d'un procès en un spectacle cruel. Sur le banc des accusés, André Leclerc avait les mains menottées et le visage couvert de larmes silencieuses. Ses épaules tremblaient, non par crainte de la condamnation qu'il était sur le point de recevoir, mais par l'humiliation que sa fille endurait. Il a essayé de se lever, sa voix rauque et désespérée. « Jeanne, ma fille, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne t'expose pas ainsi à cause de moi. » Mais la fillette ne s'est pas retournée. Elle a continué d'avancer jusqu'à ce qu'elle arrive devant le fauteuil roulant, ses yeux fixés dans ceux du juge Antoine Dubois. Il y avait quelque chose dans ce regard enfantin qui dérangeait profondément le magistrat. Ce n'était pas de la naïveté, c'était une conviction absolue. « Comment oses-tu » La voix du juge Antoine a fendu l'air comme une lame tranchante. « C'est une salle d'audience, pas un cirque. Tes paroles ne changent pas la loi, petite. Ton père sera condamné, et il n'y a pas de miracle qui puisse empêcher cela. » Le procureur Philippe Moreau, assis à la table de l'accusation, a souri avec satisfaction. Il avait attendu ce moment tout au long du procès. André Leclerc allait être sa victoire la plus notoire, l'affaire qui allait consolider sa réputation de procureur le plus efficace de la circonscription. « Votre honneur », Philippe s'est levé, arrangeant ses documents sur la table avec des gestes théâtraux. « Je demande que cette interruption inappropriée soit retirée du tribunal. Nous sommes sur le point de rendre justice et nous ne pouvons permettre que des pitreries enfantines retardent le processus. » Sophie Garnier, l'avocate de la défense d'André, est restée assise sur sa chaise, le visage pâle de tension. Elle s'était battue tout au long du procès, présentant des preuves, interrogeant des témoins, mais elle savait qu'elle perdait. Les preuves contre André semblaient trop solides, construites avec une précision chirurgicale par Philippe Moreau, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette affaire. Elle sentait au fond d'elle que son client était innocent. « Votre honneur », Sophie s'est finalement levée, la voix légèrement tremblante. « Je demande juste un instant pour que la mineure retourne à sa place. Elle est juste effrayée par la possibilité de perdre son père. » « Je n'ai pas peur. » Jeanne l'a interrompue. Sa voix était plus forte qu'elle n'aurait dû l'être pour quelqu'un d'aussi petit. « Je dis la vérité. Mon père est innocent, et vous le savez au fond de votre cœur, et je peux prouver que vous pouvez marcher à nouveau. » Le tribunal a de nouveau éclaté. Maintenant, ce n'était plus seulement des rires,
mais aussi des commentaires cruels lancés comme des pierres contre la fillette. La pauvre a perdu la tête de désespoir. Que quelqu'un sorte cette fillette d'ici, avant qu'elle ne se couvre encore plus de ridicule. Quel manque de respect envers le tribunal. Jeanne a senti les larmes monter au coin de ses yeux, mais elle a refusé de les laisser couler. Elle a serré ses petites mains en poing, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle ne pouvait pas montrer de faiblesse maintenant, pas quand son père dépendait d'elle. André Leclerc observait la scène, le cœur déchiré. Il se souvenait de la façon dont tout avait commencé. Il travaillait comme comptable dans une entreprise appelée le Groupe Financier Élysée, une entreprise respectée qui gérait des investissements pour divers clients importants. Sa vie était simple, mais digne. Il se levait tôt, emmenait Jeanne à l'école. Il travaillait honnêtement. Il rentrait le soir pour l'aider avec ses devoirs, jusqu'à ce que tout s'effondre. Un jour, les auditeurs ont découvert que des millions avaient disparu des comptes de l'entreprise. Quelqu'un avait manipulé des registres, modifié des documents, détourné des fonds avec une précision calculée et toutes les preuves indiquaient André. Son identifiant, ses mots de passe, ses signatures numériques, c'était impossible à contester. Il a été arrêté devant sa fille. Jeanne venait de rentrer de l'école lorsque les policiers sont entrés dans la maison. Elle a crié, elle a pleuré, elle s'est accrochée aux jambes de son père tandis qu'il l'emmenait menotter. L'image de ce moment n'est jamais sortie de la tête d'André. Les grands yeux de sa fille, la terreur absolue imprimée sur son petit visage, les larmes qui coulaient sans arrêt. Depuis, Jeanne était devenue l'ombre d'elle-même. Elle ne jouait plus, ne souriait plus. Elle passait des heures en silence, ne tenant qu'une photo de son père. À l'école, les autres enfants ont commencé à l'éviter. La fille du voleur chuchotait-il dans les couloirs. Son père a volé de l'argent à des gens importants. Les professeurs regardaient avec pitié, mais personne ne faisait rien pour la défendre. Et maintenant, elle était là, au tribunal, affrontant le juge le plus redouté de la ville, avec une promesse impossible. Antoine Dubois regardait la fillette avec un mélange d'irritation et de quelque chose qu'il ne pouvait identifier. Des années s'étaient écoulées depuis l'accident qu'il avait laissé prisonnier dans ce fauteuil roulant, des années de douleur physique, mais surtout émotionnelle. Il avait été un homme actif, énergique, qui marchait dans les couloirs du tribunal à pas ferme. Et puis, en un instant, tout avait changé. L'accident avait été brutal. Les médecins avaient dit qu'il ne marcherait plus jamais. Physiothérapie après physiothérapie, traitement après traitement, rien n'avait fonctionné. Avec le temps, Antoine n'avait pas seulement perdu la capacité de marcher. Il avait perdu quelque chose de plus profond. Il avait perdu son empathie. Il avait perdu sa compassion. Il était devenu une machine à appliquer les lois, froide et implacable. « Petite fille, a-t-il dit d'une voix dure, vous avez exactement 2 minutes pour quitter cette salle de votre plein gré. Sinon, je serai obligé de demander aux agents de sécurité de vous faire sortir. » Jeanne ne bougea pas. Son menton tremblait légèrement, mais elle resta fermement sur ses pieds. « Je ne partirai pas avant que vous ne m'ayez écouté. Mon père n'a rien volé. Quelqu'un lui a tendu un piège et vous le savez. » Philippe Moreau a frappé fort sur la table. « C'est absurde, votre honneur. Cet enfant perturbe tout le processus. Je demande qu'elle soit immédiatement expulsée. » Mais avant qu'Antoine ne puisse répondre, Jeanne a fait quelque chose d'inattendu. Elle s'est agenouillée devant le fauteuil roulant, ses petites mains serrant les roues métalliques. Ses yeux, maintenant brillants de larmes contenues, se sont fixés dans les yeux du juge Antoine Dubois. « Vous avez été comme mon père un jour, » a-t-elle dit, sa voix sortant dans un murmure plein d'émotion. « Une bonne personne qui a subi une injustice. Vous savez ce que c'est quand personne ne vous croit, quand tout le monde a déjà décidé que vous êtes coupable avant d'écouter votre version. » Antoine a senti quelque chose se serrer dans sa poitrine. C'était comme si ces mots avaient percé toutes les couches de froideur qu'il avait construites au fil des ans. « Je sais que vous pouvez encore marcher. » Jeanne a continué, ses larmes coulant enfin sur son visage. « Pas avec des médicaments ou des opérations, mais avec la foi, avec la justice. Quand vous ferez ce qui est juste, l'impossible se produira, je vous le promets. » Le silence qui s'était abattu sur le tribunal était maintenant différent. Ce n'était plus de la moquerie ou du mépris. C'était un silence chargé de tension, comme si quelque chose d'invisible se déplaçait dans la pièce. Même ceux qui avaient ri quelques secondes auparavant regardaient maintenant en silence. André pleurait ouvertement sur le banc des accusés. Sa fille, si petite et fragile, montrait un courage qu'il n'avait plus lui-même. Sophie Garnier a ressenti un frisson froid le long de sa colonne vertébrale. Il y avait quelque chose dans ce moment qui transcendait le tribunal, les lois, les procès. C'était comme si le destin s'apprêtait à tourner une page. Philippe Moreau, quant à lui, commençait à devenir nerveux.
Il ne croyait pas aux miracles ou aux promesses enfantines, mais l'atmosphère dans la salle avait changé d'une manière qu'il ne pouvait contrôler, et le contrôle était tout pour lui. Antoine Dubois a regardé la fillette agenouillée devant lui. Pendant des années, il avait endurci son cœur pour ne pas être affecté par les histoires tristes qui passaient par son tribunal. Combien d'enfants avaient pleuré devant lui? Combien d'accusés avaient juré leur innocence? Il était devenu immunisé à tout cela. Mais quelque chose chez cette fillette était différent. « Levez-vous » a-t-il ordonné d'une voix ferme, mais sans la cruauté antérieure. Jeanne s'est levée lentement, essuyant ses larmes du revers de la main. Son corps tremblait, mais elle n'a pas dévié son regard. « Vous avez 30 secondes » a dit Antoine, sa voix sonnant soudainement fatiguée. 30 secondes. Pour me convaincre que je ne dois pas envoyer les agents de sécurité, vous faire sortir de ce tribunal et prononcer cette sentence. Un murmure a traversé la salle. 30 secondes. C'était tout ce que Jeanne avait pour sauver son père. Et l'horloge a commencé à compter 30 secondes. L'horloge murale du tribunal semblait battre plus fort que d'habitude, chaque tic-tac résonnant comme un coup de marteau. Jeanne a respiré profondément, ses yeux toujours fixés dans les yeux fatigués du juge Antoine Dubois. Elle savait qu'elle n'avait qu'une seule chance, une seule opportunité de semer le doute dans cet homme endurci. « Monsieur le juge, a-t-elle commencé ?» Sa voix tremblante mais plus claire. « Mon père m'a toujours appris que la vérité laisse des traces, et les mensonges aussi. » Antoine a froncé les sourcils. « Expliquez-vous vite. » Le jour où ils accusent mon père d'avoir volé de l'argent, il était avec moi à l'hôpital. J'ai eu une crise, et les médecins ont dû m'hospitaliser. Il est resté toute la nuit à mes côtés. Il y a des enregistrements. Il y a des caméras, il y a des infirmières qui ont vu. Comment aurait-il pu voler de l'argent à l'entreprise s'il me tenait la main pendant que je pleurais de douleur? Un silence pesant s'est abattu sur la salle. Philippe Moreau a senti son sang se glacer dans ses veines. Cette information ne figurait pas dans le dossier. Il était absolument sûr que ce n'était pas le cas. Il avait revu chaque document, chaque ligne du procès. Comment un enfant aurait-il pu savoir quelque chose qui n'était même pas documenté? Sophie Garnier s'est levée brusquement, ses yeux brillants d'une espérance renouvelée. « Votre honneur, c'est une information nouvelle et cruciale. Si l'accusé était à l'hôpital cette nuit-là, il n'aurait pas pu effectuer les transactions qui ont eu lieu dans le système de l'entreprise. »« Objection !» Philippe a crié, frappant ses mains sur la table. « C'est une accusation infondée, sans preuve, clairement une tentative désespérée de manipuler le tribunal par le biais d'un enfant. » Antoine a levé la main, demandant le silence. Son visage était tendu, les muscles de sa mâchoire serrés. Silence à tous, il a de nouveau regardé Jeanne. « Quel hôpital ?»« La clinique de l'espoir. » Jeanne a répondu sans hésitation. « Le service de pédiatrie 4208, c'était à l'aube. Je me souviens parce que mon père ne m'a pas lâché la main un seul instant. Il chantait doucement pour que je n'aie pas peur. Les infirmières ont même commenté qu'elles n'avaient jamais vu un père aussi dévoué. André Leclerc était complètement immobile sur le banc des accusés, les larmes coulant en silence. Il se souvenait de cette nuit comme si c'était hier. Jeanne avait eu une crise sévère, son état chronique s'aggravant soudainement. Il l'avait emmenée en hâte à l'hôpital, était resté à ses côtés toute la nuit, terrifié par la possibilité de la perdre, et exactement cette nuit-là, on lui avait dit qu'il avait volé des millions. Antoine s'est tourné vers Philippe Moreau. « Procureur, avez-vous vérifié où se trouvait l'accusé la nuit en question ?» Philippe a hésité. Ce n'était qu'une fraction de seconde, mais tous l'ont remarqué. « Votre honneur, les transactions ont été effectuées avec l'identifiant et le mot de passe de l'accusé. La présence physique n'est pas nécessaire. Il aurait pu tout programmer à distance. Mais s'il était à l'hôpital, qui a utilisé son ordinateur à l'entreprise? Sophie est intervenue rapidement. Les journaux système montrent un accès physique au terminal de travail de mon client. Quelqu'un était assis à son bureau, utilisant son ordinateur. La salle a commencé à murmurer. Les journalistes prenaient des notes frénétiquement. Certains spectateurs échangeaient des regards confus. La certitude absolue qui planait sur l'affaire commençait à se fissurer. Antoine Dubois a ressenti quelque chose d'étrange, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, le doute. Il avait fondé sa décision sur les preuves présentées par l'accusation, des preuves qui semblaient solides et irréfutables. Mais maintenant une fillette avait jeté la lumière sur une énorme lacune dans le récit. « Le tribunal entre en pause temporaire », a annoncé Antoine. Sa voix sonnait plus basse que d'habitude. « Je veux tous les enregistrements de la clinique de l'espoir concernant cette nuit sur mon bureau dans 1 heure. Procureur Moreau, il vaudrait mieux que vos preuves soutiennent votre accusation, car s'il existe réellement des enregistrements hospitaliers, cette affaire est loin d'être terminée. Votre honneur, c'est irrégulier. » Philippe a protesté.
la panique commençant à se faire sentir dans sa voix. Le procès est déjà en phase de sentence, et il peut revenir à la phase d'instruction si j'estime qu'il y a eu une erreur dans l'enquête. Antoine a répliqué fermement. « Officier, emmenez la fillette dans une salle appropriée et apportez-lui de l'eau. Personne n'humiliera un enfant dans mon tribunal. » La transformation dans la voix du juge était perceptible. Quelque chose avait changé en lui. Jeanne a ressenti un tel soulagement que ses jambes ont presque cédé. Un agent de sécurité l'a guidée doucement dans une salle latérale où elle a pu enfin s'asseoir. Dehors, dans le couloir du tribunal, Philippe Moreau arpentait de long en large comme un animal en cage. Son esprit travaillait à toute vitesse. Comment cette information ne se trouvait-elle pas dans le dossier? Qui avait échoué dans l'enquête, ou pire, qui avait délibérément omis cette information? Il a sorti son téléphone portable et a composé un numéro avec des doigts tremblants. « Il faut qu'on parle maintenant. On a un problème. » Pendant ce temps, dans la salle où André attendait, Sophie Garnier s'est approchée de la grille qui les séparait. « André, c'est vrai, vous étiez à l'hôpital cette nuit-là ?»« Oui, André, » a-t-il répondu d'une voix étranglée. « J'ai essayé de le dire depuis le début, mais ils m'ont dit que ça n'avait pas d'importance, que les preuves numériques étaient plus importantes que mon alibi. Personne n'a voulu écouter. »« Quelqu'un a délibérément ignoré votre alibi, » a dit Sophie, son esprit d'avocate reliant déjà les points. « Quelqu'un voulait que vous soyez condamné à tout prix. La question est, qui ? » Dans le bureau du juge Antoine Dubois, le magistrat était seul, regardant par la fenêtre la ville en contrebas. Ses mains serraient fortement les accoudoirs de son fauteuil roulant. Les mots de la fillette lui résonnaient dans l'esprit. « Vous savez ce que c'est quand personne ne vous croit ?» Il le savait. Il le savait très bien. Quand l'accident s'était produit, Antoine enquêtait sur une énorme affaire de corruption. Il avait des preuves contre des gens puissants. Il était sur le point de dévoiler un système qui atteignait les plus hautes sphères du pouvoir, et puis, d'un coup, sa voiture avait été heurtée par un camion. Les freins avaient lâché, avait-il dit. Accident, avait-il dit. Méchance, avait-il dit. Mais Antoine n'y avait jamais cru. Pas complètement. Il y avait toujours eu une ombre de doute dans son esprit, et après l'accident, quand il était devenu clair qu'il ne marcherait plus jamais, quelque chose en lui était mort. Il avait abandonné l'enquête, enterré les preuves, accepté qu'il avait perdu non seulement ses jambes, mais aussi la lutte contre la corruption, et peu à peu, il était devenu ce qu'il craignait le plus. Un juge qui suivait seulement les règles sans poser de questions, sans ressentir, sans chercher la vérité réelle derrière les papiers. On a frappé à la porte, ce qui l'a sorti de ses pensées. Entrez. C'était un officier du tribunal, apportant une chemise épaisse, votre honneur. Les enregistrements de la clinique de l'espoir sont arrivés. Antoine a ouvert la chemise et a commencé à lire. Ses yeux parcouraient chaque ligne, chaque document. Et là se trouvait l'enregistrement de l'entrée de Jeanne Leclerc aux urgences pédiatriques, 20h30, accompagnateur, son père André Leclerc, départ 6h du matin le lendemain. Les transactions frauduleuses au groupe financier Élysée ont eu lieu entre minuit et 3h du matin. Exactement quand André était aux côtés de sa fille à l'hôpital, Antoine a senti son cœur s'accélérer. Ce n'était pas seulement un détail, c'était un alibi complet, documenté, irréfutable, et quelqu'un avait tout fait pour que cela n'arrive pas au tribunal. Il a continué à lire et à trouver quelque chose de plus. Une déclaration d'une infirmière nommée Marie Duval, qui était de garde cette nuit-là. Elle avait écrit dans ses notes « Père, extrêmement dévoué, n'a pas laissé l'enfant seul un seul instant. Même quand j'ai fait les procédures, il a demandé à accompagner. Émouvant de voir tant d'amour. Marie Duval. » Le nom a résonné dans l'esprit d'Antoine. Pourquoi un témoin aussi important n'avait-il pas été appelé? Parce que personne n'avait enquêté sur l'endroit où se trouvait physiquement l'accusé la nuit du crime. Il a pris l'interphone. « Je veux que l'infirmière Marie Duval soit appelée à témoigner aujourd'hui même. » Considérez cela comme une priorité absolue. À l'autre bout du fil, la secrétaire a hésité. « Votre honneur, cela pourrait prendre quelques heures pour localiser le témoin. Alors, commencez maintenant. Et je veux le procureur Philippe Moreau dans mon bureau, dans 5 minutes. » Quand Philippe est entré dans la salle, son visage était pâle. Il savait que la situation lui avait complètement échappé. « Monsieur le procureur, Antoine a commencé, sa voix glaciale. Il semble qu'il y ait eu une grave erreur dans l'enquête de cette affaire. Un alibi solide a été complètement ignoré. Je veux des explications. Votre honneur, j'ai examiné tous les documents qui m'ont été présentés par l'enquête de police. S'il existe un alibi, il ne se trouvait pas dans les dossiers que j'ai reçus. Alors, quelqu'un de la police vous a omis des informations cruciales, ou vous les avez omises au tribunal. Quelle est la bonne option, monsieur le procureur?
Philippe a dégluti. Je jure que je ne savais pas l'alibi hospitalier, mais je vais enquêter immédiatement pour savoir comment il est passé inaperçu. Vous ferez plus qu'enquêter. Vous m'expliquerez comment une affaire avec tant d'incohérences est arrivée en phase de sentence. Vous pouvez partir. Quand Philippe est parti, Antoine est resté seul. Il a regardé ses propres jambes, immobiles depuis si longtemps. Les mots de Jeanne lui sont revenus à l'esprit. Quand vous ferez ce qui est juste, l'impossible se produira. Serait-ce possible? Un enfant pourrait-il avoir raison sur quelque chose d'aussi absurde? Il a secoué la tête. Ce n'était pas une coïncidence. Ça devait l'être. Mais même ainsi, quelque chose en lui s'était réveillé. Une étincelle de quelque chose qu'il pensait avoir perdu pour toujours. Justice, vérité, but. Quelques heures plus tard, le tribunal a été reconvoqué. Cette fois, il y avait une nouvelle personne dans la salle. Marie Duval, une femme d'âge moyen, aux yeux doux et à la posture fatiguée, comme quelqu'un qui travaillait de nuit, était assise sur le siège du témoin. Madame Duval, Antoine, a commencé. Avez-vous travaillé à la clinique de l'Espoir la nuit en question? Oui, monsieur le juge, j'étais de garde au service de pédiatrie. Et vous souvenez-vous d'André Leclerc? Marie a légèrement souri. Je me souviens très bien. Il est resté toute la nuit aux côtés de sa fille. La fillette était très malade, souffrant de douleurs terribles, et il ne s'est pas éloigné d'elle un seul instant. Il lui a même chanté pour qu'elle s'endorme. Ce fut l'un des moments les plus émouvants auxquels j'ai assisté de toute ma carrière. Pourriez-vous confirmer s'il a quitté l'hôpital à un moment donné cette nuit-là? Non, monsieur, j'ai vérifié personnellement. Il n'est même pas parti manger. Il a juste demandé de l'eau et est resté auprès de l'enfant tout le temps. Philippe Moreau était de plus en plus pâle. Sophie Garnier souriait discrètement, prenant des notes frénétiquement. André pleurait de soulagement sur le banc des accusés. « Pourquoi n'avez-vous pas été appelé à témoigner plus tôt ?» Antoine a demandé. Marie a hésité. « En fait, monsieur le juge, j'ai été appelé par la police pour témoigner. J'ai dit tout ce que je savais, mais après, ils ne m'ont plus jamais rappelé. J'ai trouvé cela étrange, mais j'ai cru que mon témoignage n'était pas pertinent. » Un murmure a traversé le tribunal. Antoine a senti une froide fureur monter le long de sa colonne vertébrale. Quelqu'un avait délibérément supprimé le témoignage d'un témoin crucial. Quelqu'un voulait qu'André Leclerc soit condamné, quelle que soit la vérité. Monsieur le juge, Sophie s'est levée, profitant du moment. Je demande formellement une révision complète de cette affaire. Il existe des preuves claires que mon client a été victime d'une machination et que des informations cruciales ont été omises au tribunal. Antoine a approuvé lentement. La demande est admise. Ce procès est suspendu jusqu'à la conclusion d'une nouvelle enquête. Monsieur André Leclerc, tous ont retenu leur souffle. Vous êtes libre, sous assignation à résidence jusqu'à ce que de nouveaux faits soient élucidés. Les menottes seront retirées. Le tribunal a explosé. Les journalistes criaient des questions. Les spectateurs se sont levés. André a éclaté en larmes. Jeanne, qui regardait de loin, a senti ses jambes flancher de soulagement, mais au milieu de cette agitation, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Antoine Dubois, assis dans son fauteuil roulant, a ressenti une étrange sensation parcourir sa jambe droite. C'était subtil, presque imperceptible, un léger picotement, comme si quelque chose d'endormi depuis des années commençait à se réveiller. Il a baissé les yeux, fronçant les sourcils. Impossible. Ça devait être son imagination. Mais le picotement n'a pas cessé. Il s'est intensifié, se répandant lentement sur sa cuisse, descendant jusqu'à son genou. Antoine a serré fort les accoudoirs de sa chaise, le cœur s'accélérant. Ce ne pouvait être. C'était neurologiquement impossible. Les médecins avaient été clairs. Lésion complète de la moelle épinière, irréversible, finale. Mais quelque chose se passait, quelque chose que la science ne pouvait expliquer. Et pendant qu'André était libéré de ses menottes et courait embrasser sa fille dans le couloir, le juge Antoine Dubois est resté seul dans son fauteuil, ressentant pour la première fois depuis des années une sensation qu'il croyait avoir perdue pour toujours. L'espoir. Le couloir du tribunal était rempli de flashs d'appareils photo lorsque André Leclerc a franchi les portes principales. Ses menottes avaient été retirées, mais ses poignets portaient encore les marques rouges du métal qu'il avait retenu captif si longtemps. Jeanne courait devant lui, ses baskets usées battant le sol, tandis qu'elle se jetait dans les bras de son père avec une force qui l'a presque fait tomber. « Papa », le mot est sorti comme un cri étouffé, mêlé aux sanglots qu'elle avait retenus tout au long du procès. Ses petits bras se sont enroulés autour du cou d'André avec une force désespérée, comme si elle avait peur que s'il la laissait partir, il disparaîtrait à nouveau. André a serré sa fille contre lui, sentant son petit corps trembler.
Sa gorge était tellement serrée qu'il ne pouvait pas parler. Il ne pouvait que tenir Jeanne, respirant l'odeur du shampoing bon marché qu'elle utilisait, sentant sa chaleur, sa vie, son existence. Son menton tremblait de manière incontrôlable alors qu'il essayait de ne pas s'effondrer là, sur le champ. « Tu as réussi, ma petite ?» a-t-il chuchoté finalement, la voix brisée à chaque syllabe. « Tu as sauvé ton père. » Sophie Garnier observait la scène à quelques mètres de distance, essuyant discrètement ses propres yeux du revers de la main. Elle avait défendu des dizaines de clients au cours de sa carrière, mais elle n'avait jamais rien vu de tel. Un enfant luttant contre un système entier et gagnant. Les journalistes criaient des questions de tous les côtés. « Monsieur Leclerc, avez-vous toujours su qui vous a piégé? Comment vous sentez-vous d'être libéré? Allez-vous poursuivre l'État pour emprisonnement illégal ?» Mais André ne répondait pas. Il était dans son propre monde, tenant la seule chose qui comptait vraiment. Pendant ce temps, à l'intérieur du tribunal, Philippe Moreau était dans son bureau privé, son téléphone portable pressé contre son oreille, avec une telle force que ses doigts étaient devenus blancs. L'homme à l'autre bout du fil parlait doucement mais fermement. « Tu avais dit que c'était une affaire classée, Philippe. Tu avais garanti qu'il n'y aurait pas de complications. Je ne savais pas l'alibi hospitalier. » Philippe a chuchoté d'urgence, regardant nerveusement la porte fermée. « Quelqu'un dans l'enquête me l'a aussi omis. Je me fiche de tes excuses. Nous avons beaucoup en jeu ici. Si André Leclerc commence à poser des questions, s'il engage des enquêteurs, tout le plan pourrait être révélé. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Le juge a suspendu l'affaire. Marie Duval a confirmé l'alibi. La voix à l'autre bout est devenue encore plus froide. « Alors trouve un moyen de discréditer le témoin ou, mieux, trouve quelqu'un d'autre à blâmer. Mais résous ça, Philippe, parce que si tu tombes, tu ne tomberas pas seul. » L'appel a été coupé brusquement. Philippe a posé le téléphone sur la table, passant ses mains tremblantes sur son visage en sueur. Il s'était mis dans quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'imaginait. Quand il avait accepté de manipuler des preuves dans l'affaire André Leclerc, il avait cru que ce ne serait qu'un autre procès. Il n'avait pas imaginé que c'était lié à quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus dangereux. Il a regardé le tiroir verrouillé de son bureau, où il gardait des documents qui n'auraient jamais dû exister, des relevés de virements bancaires, des emails compromettants, des instructions détaillées sur la façon de construire des preuves contre André. Si quelqu'un découvrait ça, un coup ferme à la porte l'a fait sursauter de sa chaise, le cœur battant fort. « Entrez !» a-t-il dit en essayant de contrôler sa voix. C'était un enquêteur du tribunal, un homme nommé Paul Bernard, que Philippe ne connaissait que de vue. L'homme avait une expression sérieuse, portant une chemise marron sous le bras. « Procureur Moreau, je dois vous parler de quelques irrégularités que j'ai détectées dans l'affaire Leclerc. » L'estomac de Philippe s'est retourné. « Irrégularité ? Oui. » « Est supérieur. A est supérieur. A est supérieur. A est supérieur. A. » Le juge Dubois a ordonné un audit complet de tous les documents présentés par l'accusation, et j'ai trouvé quelque chose d'inquiétant. Paul a ouvert la chemise sur la table, révélant des copies d'emails. Des emails que Philippe a immédiatement reconnus. Des messages échangés entre lui et l'enquêteur de police, responsable du cas original. Des messages qui discutaient des ajustements aux déclarations des témoins, des références voilées pour assurer le résultat souhaité. « D'où tenez-vous cela, Philippe ?» a-t-il demandé, sa voix sortant comme un murmure étranglé. « Système de sauvegarde du tribunal. Tout ce qui passe par nos ordinateurs est archivé, y compris la correspondance des procureurs. » Philippe a senti que le sol se dérobait sous ses pieds. C'était la fin. Tout s'effondrait. « Vous devrez venir avec moi pour donner des explications, » a dit Paul fermement, mais non sans compassion. « Il est préférable de coopérer maintenant, monsieur le procureur. » Pendant que Philippe était escorté hors de son bureau, à l'autre bout du bâtiment, Antoine Dubois vivait quelque chose qui défiait toute sa compréhension de la réalité. Le picotement dans ses jambes avait considérablement augmenté. Ce n'était plus une sensation vague et lointaine. C'était pulsant, vivant, presque douloureux. Son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour de guerre, chaque battement envoyant des vagues de chaleur le long de sa colonne vertébrale. De grosses gouttes de sueur coulaient sur son front, dégoulinant sur la table devant lui. Il était seul dans son cabinet, demandant à ne pas être dérangé. Avec des mains tremblantes, il a retiré ses chaussures et ses chaussettes. Ses pieds pâles et atrophiés par des années de non-utilisation étaient là, immobiles, sans vie. Ou du moins, c'est ce qu'ils auraient dû être. Antoine a fixé son regard sur son pied droit, concentrant toute son attention sur lui. « Bouge !» a-t-il chuchoté, la voix chargée de désespoir et d'espoir. « S'il te plaît, bouge !» Rien ne s'est passé pendant de longues secondes, mais ensuite, si subtilement qu'il a presque cru l'avoir imaginé,
Son gros orteil droit a tremblé. Ce fut un mouvement minuscule, presque imperceptible, mais il était réel. L'impact émotionnel a été si fort qu'Antoine a poussé un son étranglé, quelque chose entre le rire et le sanglot. Il a serré les accoudoirs de son fauteuil avec une telle force que ses ongles ont rayé sa peau. Sa poitrine montait et descendait en respiration rapide et incontrôlée. Des vagues d'émotions qu'il avait supprimées pendant des années commençaient à briser le mur qu'il avait construit autour de son cœur. « Ce n'est pas possible », a-t-il murmuré. Mais même en disant cela, l'orteil a de nouveau tremblé cette fois, plus fort, plus défini. Les mots de Jeanne lui résonnaient dans l'esprit comme un mantra. « Quand vous ferez ce qui est juste, l'impossible se produira. » Antoine avait fait ce qui était juste. Il avait choisi la justice au détriment des preuves commodes. Il avait choisi de poser des questions au lieu de simplement condamner. Il avait choisi d'écouter un enfant au lieu de l'ignorer. Et maintenant, l'impossible se produisait. Il est resté là pendant de longues minutes qui semblaient des heures, essayant de contrôler la tempête d'émotions. Peur, espoir, incrédulité, gratitude. Tout se mélangeait dans un tourbillon qui menaçait de le consumer. Quand il a finalement réussi à se ressaisir, il a appuyé sur l'interphone. « Apportez-moi tous les dossiers de mon accident, rapports médicaux, l'enquête de police, tout. » Il y avait quelque chose qu'il devait vérifier, quelque chose qu'une petite voix au fond de son esprit avait chuchoté depuis que Jeanne avait parlé de justice et de vérité. Et si son accident n'avait pas été un accident? Et si, tout comme André Leclerc, il avait été victime d'une machination? Les dossiers sont arrivés rapidement. Antoine les a ouverts avec des mains qui tremblaient encore légèrement, éparpillant les documents sur la table. Le rapport de police, défaillance mécanique des freins, expertise technique, usure naturelle, accident inévitable, témoin, aucun, enquête classée. Mais Antoine regardait maintenant ces documents avec des yeux différents, des yeux qui venaient de découvrir que les preuves pouvaient être manipulées, que les enquêtes pouvaient être dirigées, que la vérité pouvait être enterrée sous des couches de documents officiels. Il a pris un document spécifique, le rapport technique de son véhicule, signé par le mécanicien officiel de la police, un homme nommé Robert Léger. Antoine a froncé les sourcils, car ce nom lui semblait familier. Il a tapé le nom dans le système du tribunal et a attendu. Quand les résultats sont apparus, son sang s'est glacé dans ses veines. Robert Léger avait été enquêté des années plus tard pour falsification d'expertise technique. Il était payé par des tiers pour déclarer que les accidents étaient des défaillances mécaniques naturelles, alors qu'en fait, il s'agissait de sabotage délibéré. L'affaire n'est jamais arrivée au tribunal, car Robert est décédé avant, mais les preuves étaient solides, ce qui signifiait que l'expertise de l'accident d'Antoine était potentiellement fausse. Quelqu'un avait détruit ses freins intentionnellement. Quelqu'un avait essayé de le tuer, et quand il n'avait pas réussi, il l'avait au moins mis hors d'état de nuire, l'immobilisant dans son fauteuil roulant, le faisant abandonner l'enquête de corruption qu'il menait. Antoine a senti la fureur bouillir dans sa poitrine, une fureur froide et concentrée. Pendant des années, il s'était résigné à son sort. Il avait accepté que ce n'était que de la malchance, juste un accident tragique. Mais ce n'était pas le cas. C'était un crime, c'était une conspiration. Il a ouvert un autre fichier sur son ordinateur, l'enquête de corruption qu'il avait abandonnée. Le plan impliquait le détournement de fonds publics, des contrats surévalués, des pots de vin pour des fonctionnaires à différents niveaux. Et au centre de tout se trouvait une entreprise, le groupe financier Élysée, la même entreprise où travaillait André Leclerc. Antoine a ressenti comme un choc électrique parcourant son corps. Ce n'était pas une coïncidence. Ça ne pouvait pas l'être. André avait été piégé par la même organisation qui avait essayé de réduire Antoine au silence il y a des années. Ils utilisaient la même méthode, la falsification de preuves, la manipulation des enquêtes, l'assurance des condamnations de personnes innocentes qui devenaient des menaces. Il a pris le téléphone et a appelé Sophie Garnier. « Maître Garnier, ici le juge Dubois. J'ai besoin que vous rameniez votre client au tribunal demain matin et que vous apportiez toute information qu'il a sur la corruption au sein du groupe financier Élysée. Je crois que je viens de découvrir quelque chose de beaucoup plus grand. » Quand il a raccroché, Antoine a de nouveau regardé ses jambes. Son gros orteil bougeait encore légèrement, comme s'il apprenait à exister à nouveau. Il a fermé les yeux, laissant une seule émotion s'échapper enfin de sa poitrine endurcie. Ce n'était pas seulement l'espoir de marcher à nouveau, c'était la soif de justice. Pendant des années, il avait été un juge froid parce qu'il avait perdu sa foi en la vérité. Mais maintenant, grâce à une fillette courageuse et un père innocent, il s'était réveillé à nouveau. Non seulement ses jambes revenaient à la vie,
mais aussi son âme. À l'autre bout de la ville, dans un bureau luxueux au dernier étage d'un immeuble en verre, un homme en costume impeccable a raccroché un appel. Son visage était tendu, les muscles de sa mâchoire serrés. Le procureur a été compromis, a-t-il dit aux deux hommes assis devant lui, et le juge Dubois pose des questions. « Alors, nous éliminons le problème », a répondu l'un d'eux froidement. « N'avons-nous pas déjà attiré trop d'attention ? Et que suggérez-vous » L'homme en costume a souri, mais c'était un sourire sans chaleur. « Nous leur donnerons un coupable, quelqu'un à sacrifier. Philippe Moreau est de toute façon grillé. Nous nous assurerons que toutes les preuves ne mènent qu'à lui et qu'il semble. » Le sourire a disparu. Ensuite, nous rappellerons au bon juge Dubois que les accidents peuvent arriver à nouveau, cette fois peu, être en impliquant une petite fille courageuse. Les trois hommes ont ri doucement, un son qui n'avait rien d'humain, mais ils ne savaient pas quelque chose d'important. L'impossible avait déjà commencé à se produire, et quand l'impossible commence, même les plus puissants ne peuvent empêcher ce qui va suivre. Le matin est arrivé, froid et gris sur la ville. André Leclerc n'avait pas dormi. Il avait passé toute la nuit assis sur le petit fauteuil du salon, regardant Jeanne dormir sur le canapé. Elle avait refusé d'aller dans sa chambre, disant qu'elle voulait rester près de son père. Maintenant, enveloppée dans une fine couverture, elle respirait doucement, enfin en paix. Après si longtemps, André a ressenti une constriction dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le soulagement. Sophie avait appelé la veille avec des nouvelles qui l'avaient encore plus inquiété. Le juge Dubois voulait le revoir. Il voulait des informations sur le groupe financier Élysée et, plus inquiétant, Philippe Moreau était enquêté pour manipulation de preuves. Cela signifiait que quelqu'un de très puissant avait orchestré toute la machination. Et les gens puissants ne lâchent pas facilement. Le téléphone a vibré dans la poche d'André, le faisant sursauter. C'était un message d'un numéro inconnu. Ses mains ont tremblé quand il l'a ouvert. « Tu aurais dû te taire et accepter la condamnation. Maintenant, ta fille payera pour ta faute. » Le téléphone a glissé des doigts d'André, tombant au sol avec un bruit sec. Son cœur battait si violemment qu'il ressentait une douleur dans sa poitrine. Les mots du message lui brûlaient l'esprit comme du fer rouge. « Jeanne !» Il menaçait Jeanne. Il a couru vers le canapé, secouant sa fille doucement. « Jeanne, réveille-toi ma chérie. Réveille-toi maintenant. » La fillette a ouvert les yeux, encore endormie. « Papa, qu'est-ce qui s'est passé? On sort de la maison maintenant. Viens avec moi vite. » Quelque chose dans le ton de la voix de son père a fait que Jeanne s'est levée immédiatement, sans poser de questions. André l'a habillée avec des mains tremblantes, a pris juste l'essentiel et est sorti par la porte de derrière. Il ne savait pas s'il était suivi, mais il ne voulait pas prendre de risques. Une demi-heure plus tard, ils étaient dans le bureau de Sophie Garnier. L'avocate les a reçus avec un regard inquiet, remarquant immédiatement la panique imprimée sur le visage d'André. « Qu'est-ce qui s'est passé, André ?» Il lui a montré le message. Sophie a lu et son visage est devenu pâle. « Nous devons prévenir la police immédiatement. »« La police ?» André a presque crié, se contrôlant seulement à cause de la présence de Jeanne. « La police a manipulé les preuves contre moi. Comment puis-je leur faire confiance maintenant? Alors nous allons voir le juge Dubois. Il doit savoir cela. » Au tribunal, Antoine Dubois vivait sa propre révolution silencieuse. Il était arrivé plus tôt que d'habitude, avant même les employés. Il s'est enfermé dans son bureau et, le cœur battant dans ses côtes, il a positionné son fauteuil roulant près du bureau. Cette fois, il n'allait pas seulement essayer de bouger ses orteils, il allait essayer de se tenir debout. Antoine a saisi le bord du bureau des deux mains, ses jointures blanchissant de tension. Il a respiré profondément 3 fois, sentant l'air entrer et sortir de ses poumons comme du feu. Ses jambes, auparavant complètement mortes, vibraient maintenant avec ce picotement constant qui s'était intensifié pendant la nuit. « Tu peux », a-t-il chuchoté, la voix tremblante. « Si un enfant peut avoir suffisamment de foi pour défier tout un tribunal, tu peux avoir suffisamment de foi pour essayer. » Il a poussé. La douleur qui a traversé ses jambes était si intense qu'il a failli abandonner. Ce n'était pas une douleur de blessure. C'était une douleur de muscles atrophiés, forcés de travailler après des années d'abandon. Chaque fibre musculaire criait en signe de protestation. Mais Antoine ne s'est pas arrêté. Il a continué à pousser, ses bras tremblants d'effort, la sueur jaillissant sur tout son corps. Et puis c'est arrivé. Ses pieds ont touché le sol avec une pression réelle. Ses genoux, qui ne s'étaient plus pliés depuis si longtemps, ont commencé à répondre, centimètre par centimètre. Antoine Dubois s'est levé de son fauteuil roulant. Quand il a finalement été debout, s'appuyant fortement sur le bureau, il a poussé un son qui était en partie rire, en partie sanglot. Sa vue s'est brouillée à cause d'un liquide chaud qui coulait librement de ses yeux. Il était debout après des années,
croyant qu'il ne sentirait plus jamais le sol sous lui. Il était debout. Ses jambes tremblaient violemment, menaçant de céder à tout moment. Chaque seconde debout était une bataille contre la gravité et contre les années d'atrophie. Mais il le faisait. Il le faisait vraiment. « Merci », a-t-il chuchoté dans le vide, ne sachant pas exactement qui ou quoi il remerciait. « Merci ». On a frappé d'urgence à la porte, ce qui l'a presque fait tomber. Il s'est rapidement appuyé sur le bureau. Son cœur battait encore fort. « Votre honneur, c'est Maître Garnier. C'est urgent. » Antoine s'est laissé retomber dans son fauteuil, son corps entier vibrant d'épuisement et d'adrénaline. « Entrez ». Quand Sophie a ouvert la porte, faisant entrer André et Jeanne, elle s'est arrêtée brusquement. Il y avait quelque chose de différent chez le juge. Son visage était rouge, en sueur. Ses yeux brillaient d'une manière qu'elle n'avait jamais vue, et il y avait une énergie autour de lui qui était presque palpable. « Juge Dubois, nous avons reçu une menace. » Antoine a lu le message sur le téléphone d'André, et son expression s'est figée en un masque de fureur contrôlée. Ils sont désespérés. Cela confirme tout ce que je soupçonnais. « Confirme quoi ?» André a demandé, en serrant Jeanne contre lui. Antoine a tourné l'écran de l'ordinateur pour qu'il puisse voir. Sur l'écran se trouvait un organigramme complexe, reliant des noms, des entreprises et des transactions financières. Le groupe financier Élysée n'est pas seulement une société d'investissement. C'est une façade pour un système de blanchiment d'argent impliquant des politiciens, des hommes d'affaires et des fonctionnaires. Pendant des années, ils ont opéré, détournant des fonds, surévaluant des contrats, achetant des silences. Il a cliqué sur un autre fichier et quand quelqu'un découvre quelque chose ou devient une menace, ils éliminent le problème. Parfois littéralement, parfois en faisant ce qu'ils vous ont fait, créant de fausses preuves, détruisant des réputations, assurant des condamnations. André a ressenti un frisson froid le long de sa colonne vertébrale. « J'ai vu quelque chose, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils m'ont piégé. Qu'avez-vous vu ?» André a fermé les yeux, forçant sa mémoire. Quelques jours avant d'être arrêté, je finalisais des rapports financiers. J'ai trouvé des écarts dans les comptes d'un client spécifique, des valeurs qui entraient et sortaient sans documentation adéquate. J'ai cru que c'était une erreur d'enregistrement, alors j'en ai parlé à mon supérieur. Et qu'a-t-il dit? Il a dit que c'était un client spécial qui avait un traitement différencié. Il m'a dit de ne pas m'en soucier. Antoine a gravement approuvé. Vous avez touché un nid de guêpes. C'était probablement un compte fantôme utilisé pour blanchir de l'argent. Et quand vous avez posé des questions, ils ont décidé que vous étiez une menace. Mais pourquoi ne m'ont-ils pas simplement licencié? Parce que vous étiez compétent. Et les gens compétents posent des questions. Ils avaient besoin non seulement de vous écarter du chemin, mais de vous discréditer complètement. Si vous aviez été condamné pour vol, rien de ce que vous auriez dit par la suite n'aurait eu de crédibilité. Sophie s'est approchée du moniteur, étudiant l'organigramme. Juge, si nous avons ces informations, nous pouvons les donner aux procureurs fédéraux. Nous pouvons faire tomber toute l'organisation. Nous pouvons, mais d'abord, nous devons assurer la sécurité de cette famille. Puis la porte du bureau s'est ouverte sans avertissement. Paul Bernard, l'enquêteur qui avait confronté Philippe Moreau la veille, est entré avec une expression sombre. « Votre honneur, nous avons un problème. Philippe Moreau a disparu. »« Comment ça, disparu? Il n'est pas rentré chez lui hier soir. Son appartement est vide. Il ne répond pas aux appels. Et nous avons trouvé quelque chose d'inquiétant dans son bureau. » Paul a posé une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvaient des documents qui établissaient des liens directs entre Philippe et le groupe financier Élysée, des relevés de paiement, des instructions détaillées sur la façon de manipuler l'affaire contre André et, plus effrayant, une liste d'autres victimes. Combien de personnes ont-ils détruites? André a demandé, ressentant des nausées à la vue des noms sur la liste. Au moins 15 affaires au cours des 5 dernières années, Paul a répondu. Toutes suivent le même schéma. La personne compétente découvre quelque chose, pose des questions gênantes, et soudainement, elle est accusée de crimes qu'elle n'a pas commis. Des preuves apparaissent de nulle part. Les témoins sont supprimés ou achetés. Le système les écrase. Jeanne, qui jusque-là était restée silencieuse, a tiré sur la manche de son père. « Papa, la dame de l'hôpital, l'infirmière qui vous a aidé, est aussi en danger. » Tous dans la salle sont restés silencieux. L'enfant avait raison. Marie Duval avait déposé le témoignage qui avait commencé à défaire toute la machination. S'ils étaient prêts à menacer un enfant, ils n'hésiteraient pas à réduire au silence un témoin. Paul envoyait une voiture de police chez l'infirmière Marie Duval. Immédiatement, Antoine a ordonné et mettez cette famille sous protection. C'est déjà en route. Antoine a regardé Jeanne et quelque chose dans ses yeux a changé. Il voyait en elle non seulement un enfant effrayé,
mais l'étincelle qui avait rallumé sa propre flamme. Pendant des années, il s'était conformé à l'injustice qu'il avait subie. Il avait abandonné. Mais cette fillette, avec sa foi impossible et son courage inébranlable, lui avait rappelé qui il était vraiment. Un juge, pas seulement quelqu'un qui appliquait les lois, mais quelqu'un qui cherchait la vraie justice. « Jeanne », a-t-il dit doucement, faisant que la fillette le regarde, « tu es très courageuse, plus courageuse que bien des adultes que j'ai connus. Je voulais juste sauver mon père », a-t-elle répondu d'une petite voix. « Et tu l'as fait, mais tu as fait plus que cela. Tu m'as sauvé aussi. » André a froncé les sourcils. « Comment ça ?» Antoine a respiré profondément. Il était temps de partager ce qui lui arrivait. Pendant des années, j'ai enquêté sur un système de corruption. J'ai subi un accident qui m'a gardé dans ce fauteuil. Alors je l'ai accepté comme une malchance. Mais hier, j'ai découvert que ce n'était pas un accident. C'était un sabotage. Les mêmes personnes qui vous ont détruit ont essayé de me réduire au silence. Il a fait une pause, les mots suivants sortant avec difficulté, et j'ai laissé. J'ai abandonné l'enquête. Je suis devenu froid, amer. J'ai cessé de chercher la vérité et j'ai commencé à ne suivre que les papiers. Jusqu'à hier, Sophie a complété, commençant à comprendre. Jusqu'à hier, Antoine a confirmé. Quand une petite fille m'a dit que je pourrais marcher à nouveau si je faisais ce qui est juste, j'ai cru que c'était absurde, mais elle avait raison. Il a repoussé sa chaise et, sous les regards choqués de tous, a posé ses mains sur la table. Avec un effort visible, tremblant de la tête aux pieds, Antoine Dubois s'est levé de nouveau. Jeanne a poussé un cri étouffé, ses mains se portant à sa bouche. André est resté paralysé, incapable de traiter ce qu'il voyait. Sophie a senti ses genoux flancher, s'appuyant contre le mur. Paul a laissé tomber la chemise qu'il tenait. « Ce n'est pas possible », André a chuchoté. « Et moi, je croyais que ce n'était pas possible », Antoine a répondu, sa voix tendue par l'effort. « Mais ça arrive. À chaque heure qui passe, je sens plus de force revenir. Les médecins diraient que c'est impossible, la science dirait que c'est impossible, mais ça arrive. » Il a saisi le bord de la table, faisant un pas tremblant, puis un autre. Ses mouvements étaient maladroits, comme ceux d'un bébé qui apprend à marcher, mais c'étaient des pas. « Quand tu m'as défié hier, » Antoine a continué en regardant Jeanne. « Tu ne m'as pas seulement défié de libérer ton père. Tu m'as défié de me réveiller, de me souvenir pourquoi je suis devenu juge. De croire à nouveau que la justice ne signifie pas seulement suivre les règles, mais chercher la vérité. » Il a fait un autre pas, puis un autre, jusqu'à être suffisamment proche pour poser sa main sur l'épaule d'André. Et quand j'ai commencé à faire cela, quand j'ai choisi d'enquêter au lieu de simplement condamner, quelque chose en moi a commencé à se réveiller, non seulement métaphoriquement, mais littéralement. Un coup urgent à la porte a interrompu le moment. Un policier est entré en haletant. « Votre honneur, nous avons retrouvé l'infirmière Marie Duval. Elle va bien, mais elle a dit que 2 hommes ont tenté de s'introduire chez elle à l'aube. Elle a réussi à s'échapper par l'arrière et à se cacher chez les voisins. » Antoine s'est laissé retomber dans sa chaise, épuisé par l'effort. « Amenez-la ici maintenant, et je veux une sécurité maximale. » Quand le policier est parti, Antoine a regardé les documents éparpillés sur sa table. « Nous avons suffisamment de preuves pour commencer à démanteler cette organisation, mais nous devons être stratégiques. Si nous montrons nos cartes trop tôt, ils effaceront les traces et sacrifieront des pions plus petits. » Philippe Moreau, Sophie a dit, « C'est pour ça qu'il a disparu. Ils en feront un bouc émissaire. » Exactement. Ils mettront toute la faute sur lui, soutenant qu'il a agi seul par ambition personnelle. Les vrais responsables resteront impunis. Alors que faisons-nous ? André a demandé. Antoine a souri pour la première fois depuis des années. Un sourire authentique, plein de détermination. Nous inversons le jeu. Ils croient qu'ils contrôlent le plateau, qu'ils peuvent sacrifier des pions à volonté, mais ils ont oublié quelque chose d'important. Quoi ? Que le pion le plus puissant aux échecs n'est pas le roi, c'est la reine. Et parfois, la reine se présente sous la forme d'une petite fille courageuse qui refuse d'abandonner. Il a regardé Jeanne avec un profond respect. Demain, nous ne rouvrirons pas seulement l'affaire de ton père. Nous rouvrirons toutes les affaires sur la liste. Nous montrerons au monde ce que ces gens ont fait. Et cette fois, je ne m'arrêterai pas tant que chacun d'eux n'aura pas affronté la vraie justice. Jeanne s'est approchée du fauteuil roulant, ses petits yeux rencontrant ceux du juge. Vous marcherez au tribunal demain. Antoine a serré la petite main de la fillette. Je ferai plus que cela. Je courrai après la justice que ces gens croyaient avoir enterrée. Et à ce moment-là, tous ceux qui étaient là savaient que quelque chose d'extraordinaire avait commencé. Il ne s'agissait pas seulement d'un juge qui recommençait à marcher. Il s'agissait de vérités qui éclataient au grand jour,
d'innocents qui étaient réhabilités, d'un système corrompu qui était défié par des gens qui refusaient d'abandonner. La tempête ne faisait que commencer, et ceux qui l'avaient semée n'imaginaient pas l'ouragan qu'ils étaient sur le point de récolter. Le soleil du matin entrait par les hautes fenêtres du palais de justice de Paris, illuminant la poussière qui dansait dans l'air comme de minuscules étoiles. La salle était plus bondée que jamais. Chaque siège occupé, des gens debout dans les couloirs, des journalistes, avec des caméras pointées dans toutes les directions. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre. Le juge paralysé enquêtait sur l'un des plus grands systèmes de corruption de l'histoire de la ville. Antoine Dubois était dans son cabinet seul. Son fauteuil roulant était positionné au centre de la pièce, mais il n'était pas assis dedans. Il était debout, appuyé sur une canne improvisée, pratiquant des pas courts et tremblants. Chaque mouvement était une bataille contre des muscles qui avaient oublié comment fonctionner. La sueur lui coulait sur le visage, tachant la toge noire qu'il allait porter dans quelques minutes. « Encore un !» a-t-il murmuré, faisant un autre pas. Ses jambes tremblaient violemment, menaçant de céder. « Encore un !» La porte s'est ouverte, et Paul Bernard est entré, s'arrêtant brusquement à la vue du juge debout. « Votre honneur, je ne savais pas que vous pouviez déjà. Je ne pouvais pas. Jusqu'à il y a quelques jours, Antoine s'est laissé tomber sur sa chaise, épuisé. Mais aujourd'hui, je devrais être prêt pour quelque chose de bien plus grand que de rester debout. » Paul a refermé la porte derrière lui avec une expression sombre. « Nous avons des nouvelles. Nous avons retrouvé Philippe Moreau. » Antoine a senti son cœur s'accélérer. « Où ça ?» Dans la rivière, des pêcheurs ont trouvé son corps à l'aube. Le silence qui s'est abattu sur le cabinet était lourd comme du plomb. Antoine a fermé les yeux, ressentant un mélange de fureur et de tristesse. Philippe avait été corrompu, avait manipulé des preuves, avait détruit des vies, mais il avait aussi été un pion sur l'échiquier, sacrifié par les vrais joueurs. « Suicide ?» Antoine a demandé, bien qu'il connaisse déjà la réponse. Officiellement, oui, mais le médecin légiste a trouvé quelque chose d'intéressant, qui est supérieur à S, supérieur à S, supérieur à S, supérieur à... Il y a des traces qui suggèrent qu'il a été forcé d'écrire une lettre de confession. Avant la fin, Paul a posé un sac en plastique transparent sur la table. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, tachée d'eau, mais encore lisible. Antoine a lu chaque mot avec une indignation croissante. C'était une confession complète. Philippe assumait l'entière responsabilité du plan. Il affirmait avoir agi seul par cupidité et demandait pardon à toutes les victimes. C'était trop parfait, trop commode. Ils l'ont tué et ont mis en scène un suicide. Antoine a dit d'une voix contrôlée, mais pleine de fureur. Ils ont éliminé le seul témoin direct qui aurait pu les relier au plan, mais pas la seule preuve. Paul a répondu en posant une chemise sur la table. Avant de disparaître, Philippe avait envoyé un email programmé à son avocat personnel. S'il n'annulait pas dans les 24 heures, il aurait été envoyé automatiquement. Il n'a pas annulé. Antoine a ouvert la chemise et a senti l'air lui échapper des poumons. Il y avait des documents détaillés, des transferts bancaires, des enregistrements de conversations, des emails compromettants et des noms. 3 noms qui faisaient que tout le puzzle s'assemblait parfaitement. Maurice Dumas, directeur exécutif du groupe financier Élysée. Le député Serge Lemaire, l'officier Octave Brunel, chef de la division des crimes financiers. Les 3 hommes du bureau luxueux, les véritables architectes de tout le plan. Maurice contrôlait la société Écran. Serge assurait la protection politique et des lois favorables. Octave manipulait les enquêtes de police, s'assurant que les preuves étaient replantées et les témoins réduits au silence. C'était un système parfait, jusqu'à ce qu'une fillette courageuse commence à le démanteler. « Où sont-ils maintenant ?» Antoine a demandé. En route pour le tribunal, ils ont été convoqués comme témoins dans l'affaire Leclerc. Ils ne savent pas que nous avons ces preuves. Antoine a souri. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le sourire d'un prédateur qui avait enfin acculé sa proie. Alors, donnons-leur le spectacle qu'ils méritent. Dans le couloir extérieur, André tenait la main de Jeanne alors qu'il se dirigeait vers la salle d'audience. La fillette portait un ensemble simple mais propre, ses cheveux tressés que sa voisine avait fait avec amour ce matin-là. Elle ne montrait aucune peur, mais André sentait sa petite main trembler légèrement dans la sienne. « Tout ira bien, ma chérie », a-t-il chuchoté, s'agenouillant à sa hauteur. « Aujourd'hui, tout cela se terminera, je te le promets. »« Yes, ice, papa. » Jeanne a répondu avec un sérieux qui ne correspondait pas à son âge, parce que le juge Antoine fera ce qui est juste, et quand il le fera, tout le monde verra que parfois les miracles arrivent. Sophie Garnier s'est approchée, portant une épaisse chemise sous son bras. Ses yeux étaient rouges après une nuit blanche,
mais brillait d'une détermination féroce. « André, nous devons parler avant d'entrer. » Elle l'a guidé loin des oreilles curieuses. « Paul Bernard m'a donné des informations qui ont tout changé. Nous avons les noms des vrais coupables. » « Quoi ? » « Nous avons des preuves solides. »« Mais quoi ? Ce sont des gens très puissants. Un milliardaire, un député avec des liens jusqu'à Paris, et un commissaire qui contrôle la moitié des enquêtes de la ville. Si nous faisons une erreur, si nous laissons une faille, ils s'échapperont. » André a senti le poids de ces mots. Il ne s'agissait pas seulement de son innocence, mais de faire tomber un empire construit sur des mensonges et du sang. Que dois-je faire? Faites confiance au juge Antoine, à la justice, et surtout à ce que ta fille a allumé en nous tous, l'espoir. À l'intérieur de la salle, les 3 hommes qui contrôlaient les ombres de la ville sont entrés comme s'ils étaient les maîtres des lieux. Maurice Dumas portait un costume qui coûtait plus qu'une voiture populaire, ses cheveux gris parfaitement coiffés. Serge Lemaire saluait des connaissances avec des sourires politiques, serrant des mains et faisant signe aux caméras. Octave Brunel marchait avec une posture rigide de quelqu'un habitué à donner des ordres et à être écouté. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Marie Duval était assise au premier rang, flanquée de 2 agents de sécurité. Depuis la tentative d'intrusion chez elle, elle n'était plus sortie de la protection policière. Mais elle avait insisté pour être présente. Non par obligation, mais par principe. « Je devais voir de mes propres yeux », avait-elle dit à Sophie. « Je devais voir ces gens payer pour ce qu'ils avaient fait. » Le murmure de la foule a cessé quand les portes principales se sont ouvertes et qu'Antoine Dubois est entré. Il était dans son fauteuil roulant, poussé par un officier du tribunal, mais il y avait quelque chose de différent chez lui. Sa posture, ses yeux, l'énergie qui émanait. Les gens le sentaient, même sans comprendre. Ils sentaient que quelque chose d'extraordinaire était sur le point de se produire. Antoine a pris place au banc principal, a ajusté le microphone et a frappé le marteau 3 fois. Le son a résonné dans la salle comme le tonnerre. Ce tribunal est ouvert. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement ici pour réexaminer l'affaire André Leclerc. Nous sommes ici pour dénoncer un réseau de corruption qui a détruit des vies, manipulé la justice et entaché le système que j'ai juré de protéger. Un frisson a traversé le public. Maurice, Serge et Octave ont échangé des regards rapides, leur masque de confiance commençant à se fissurer. J'appelle Maurice Dumas, directeur exécutif du groupe financier Élysée. Maurice s'est levé, marchant à pas fermes jusqu'au centre de la salle. Il souriait, mais c'était un sourire tendu. « Votre honneur, je suis ici pour coopérer à tout ce qui est nécessaire. Mon entreprise a toujours opéré selon la loi. Toujours. » Antoine a ouvert une chemise et a commencé à lire. « Alors expliquez-moi les transferts de millions vers des comptes fantômes dans des paradis fiscaux. Expliquez-moi les paiements au procureur Philippe Moreau, retrouvé mort hier. Expliquez-moi les contrats surévalués avec des entreprises qui n'existent pas. » Le sourire de Maurice a disparu. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. S'il y a eu des irrégularités, elles ont été faites à mon insu. » À votre insu? Antoine a projeté un email sur l'écran. C'était de Maurice à Philippe, détaillant exactement comment les preuves contre André auraient dû être plantées. C'est votre email personnel, votre signature numérique, vos instructions pour incriminer un homme innocent. La salle a explosé en murmures. Les caméras clignotaient frénétiquement. Maurice a pâli, mais a essayé de garder son calme. Cela aurait pu être piraté, falsifié, peut être, mais ce ne fut pas le cas. Antoine s'est tourné vers le public. « J'appelle le député Serge Lemaire. » Serge s'est levé avec moins de confiance que Maurice. Son sourire politique s'était complètement évaporé. « Député, vous avez parrainé 3 projets de loi ces dernières années qui ont directement bénéficié au groupe financier Élysée, des réductions d'impôts, la flexibilisation des inspections, la protection contre les audits. En échange, vous avez reçu des dons de campagne totalisant des millions. Des dons légaux dans les limites permises par la législation électorale, des dons de sociétés fantômes créés uniquement pour blanchir l'argent détourné et vous le transférez. » Antoine a projeté une autre série de documents. Et quand certaines de ces irrégularités ont commencé à apparaître, vous avez utilisé votre influence pour enterrer les enquêtes. Serge a essayé de parler, mais sa voix a cédé. Il a regardé autour de lui, cherchant une issue qui n'existait pas. Et finalement, Antoine a continué. Sa voix pleine d'une autorité qui a fait taire même les murmures. « J'appelle le commissaire Octave Brunel. » Octave s'est levé lentement. Contrairement aux autres, il n'a pas essayé de sourire ou de garder les apparences. Son visage était un masque de pierre. « Commissaire, 15 affaires, 15 personnes innocentes incriminées sous votre supervision, des preuves plantées, des témoins supprimés, des enquêtes dirigées.
Tout cela pour protéger les intérêts du groupe financier Élysée et faire taire quiconque posait des questions. « Prouvez-le », a dit Octave simplement, d'une voix froide. Antoine a de nouveau frappé le marteau. « Paul Bernard, amenez les témoins. » Les portes latérales se sont ouvertes, et un par un, les gens ont commencé à entrer. Des hommes et des femmes d'âges différents, d'histoires différentes, mais tous partageant la même douleur. C'étaient les autres victimes sur la liste, des comptables, des auditeurs, des journalistes, des fonctionnaires honnêtes. Tous ceux qui avaient découvert quelque chose, posé des questions, et avaient été détruits à cause de cela. Une femme d'âge moyen, aux cheveux gris et aux yeux profonds, a fait un pas en avant. « Je m'appelle Thérèse Leroy. J'étais comptable au groupe financier Élysée. J'ai découvert des détournements et je les ai signalés. Une semaine plus tard, j'ai été accusé de détournement de fonds. J'ai perdu mon emploi, ma réputation, ma famille. J'ai passé 2 ans en prison pour un crime que je n'ai pas commis. Un jeune homme a ensuite parlé, sa voix tremblante. Romain Dumont, journaliste d'investigation. Je préparais un reportage sur des contrats suspects. J'ai été accusé de calomnie, de diffamation. Ma carrière s'est terminée avant d'avoir commencé. Un par un, ils racontaient leurs histoires, et à chaque témoignage, la salle devenait plus tendue, l'air plus lourd. Le schéma était incontestable, le système était clair. Jeanne regardait tout avec de grands yeux, tenant la main de son père avec force. Elle ne comprenait pas tous les mots, tous les termes légaux, mais elle comprenait la douleur, elle comprenait l'injustice, et elle comprenait que son père n'était pas seul. Il ne l'avait jamais été. Maurice a essayé de sortir discrètement, mais les agents de sécurité lui ont bloqué la sortie. Serge a sorti son téléphone portable, essayant probablement d'appeler ses avocats, mais Paul Bernard le lui a confisqué. Octave est resté immobile, mais son masque de pierre s'était brisé, ne révélant que la terreur. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça au tribunal. Maurice a finalement éclaté, perdant son calme. Ce ne sont que des accusations, des coïncidences. Vous n'avez rien. Nous avons le témoignage de Philippe Moreau. Antoine a interrompu, sa voix tranchante avant qu'il ne soit assassiné. Le mot est tombé comme une bombe. Assassinat, pas suicide, assassinat. Philippe a envoyé des preuves complètes à son avocat personnel avant de disparaître. Des enregistrements de conversations entre vous trois, des instructions détaillées sur la façon de manipuler des affaires, des relevés de paiement et une confession vidéo enregistrée comme assurance vie qui ne l'a pas sauvé. Antoine a fait un signe et un écran est descendu du plafond. L'image de Philippe Moreau est apparue, enregistrée dans un endroit sombre, son visage pâle et en sueur. Mon nom est Philippe Moreau. La voix enregistrée a résonné dans la salle. Si vous voyez cela, cela signifie que je n'ai pas réussi à m'échapper. Cela signifie qu'ils m'ont trouvé. Mais avant de mourir, je ferai en sorte que la vérité survive. La vidéo a continué pendant 5 minutes. Philippe détaillait tout. Nom, valeur, méthode, menace. Et à la fin, d'une voix brisée, il a dit quelque chose qui résonnera pour toujours. J'ai fait des choses terribles. J'ai détruit des vies innocentes, mais je l'ai fait parce que j'avais peur. Peur d'eux. Et maintenant, cette peur me tuera. Ne faites pas mon erreur. Ne laissez pas la peur vaincre la vérité. Quand la vidéo s'est terminée, le silence au tribunal a été absolu. Il n'y avait plus de doute. Il n'y avait plus de place pour le déni. Antoine a regardé les 3 hommes qui avaient construit un empire sur les ruines de vies innocentes. Vous répondrez pour chaque crime, chaque vie détruite, chaque larme versée par des gens qui voulaient juste faire ce qui est juste. Alors Maurice a fait quelque chose de désespéré. Il a sorti quelque chose de la poche intérieure de sa veste, un petit objet métallique. Certains ont crié, les agents de sécurité ont avancé, mais ce n'était pas une arme. C'était une clé USB. Vous croyez que nous ne sommes que nous 3 ? Maurice a crié, sa voix hystérique. Ça va beaucoup plus loin. Juges, procureurs, politiciens, hommes d'affaires, tous en font partie. Si, nous les emmenons tous avec nous. Il a jeté la clé USB par terre et l'a piétinée, essayant de détruire la preuve supplémentaire. Mais il était trop tard. Paul était déjà à ses côtés, lui passant les menottes. Et à ce moment de chaos absolu, Antoine Dubois a décidé qu'il était temps. Le temps de se lever non seulement physiquement, mais symboliquement, pour montrer que la justice, peu importe le temps que cela prend, se lève toujours. Le tribunal était dans le chaos le plus total. Les agents de sécurité luttaient pour maîtriser Maurice, qui continuait à crier des menaces et des noms d'autres personnes prétendument impliquées. Les journalistes tentaient de capturer chaque instant, leurs caméras enregistrant l'effondrement en direct d'hommes qui se croyaient intouchables. Serge s'était effondré sur une chaise,
le visage enfoui dans ses mains. Octave est resté debout, mais son masque de pierre s'était brisé, ne révélant que la terreur. Et au milieu de tout ce tumulte, Antoine Dubois a respiré profondément. Ses mains se sont déplacées vers les accoudoirs de son fauteuil roulant, les serrant avec force. Son cœur battait si fort qu'il l'entendait dans ses propres oreilles, un tambour de guerre résonnant dans sa poitrine. Chaque muscle de ses jambes vibrait, certaines fibres criant de protestation, d'autres se réveillant après des années de silence. Ordre! Il a frappé le marteau, mais sa voix a été engloutie par le tumulte. Ordre! Cette fois plus fort, mais ce n'était toujours pas suffisant. Il était temps de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il était temps de s'imposer non seulement avec sa voix. Les bras tremblants d'effort, Antoine a poussé. La douleur a traversé ses jambes comme des éclairs, mais il ne s'est pas arrêté. Est supérieur à est supérieur à est supérieur à est supérieur à centimètre par centimètre. Son corps s'est soulevé de la chaise. La sueur lui a jailli du front, coulant sur son visage. Sa mâchoire était si serrée que ses dents grinçaient, et puis il était debout, complètement debout, sans support, sans canne, juste ses propres jambes tremblantes, mais plus fermes, soutenant tout le poids de son corps. Le premier à remarquer fut Paul Bernard. Il a figé au milieu de l'interpellation de Maurice, ses yeux s'écarquillant. « Mon Dieu !» a-t-il chuchoté. Puis ce fut Sophie. Elle a laissé tomber la chemise qu'elle tenait, des documents s'éparpillant sur le sol. Ses mains se sont envolées vers sa bouche, étouffant un cri de choc. André a vu ensuite. Il a serré la main de Jeanne, avec une telle force que la fillette l'a regardée. Puis elle a suivi le regard de son père jusqu'au banc principal. « Papa !» a-t-elle chuchoté, ses yeux se remplissant de quelque chose qui était en partie émerveillement, en partie gratitude, en partie joie pure. Il a réussi. Il a vraiment réussi. Un par un, les gens dans le tribunal ont commencé à remarquer. Le bruit a diminué, remplacé par des halètements d'incrédulité. Est supérieur à, est supérieur à, est supérieur à, est supérieur à. Les caméras se sont tournées pour capturer l'impossible. Et quand le silence est finalement tombé, complet et absolu, les 200 personnes présentes étaient fixées sur une seule image. Le juge Antoine Dubois debout. L'homme qui n'avait pas marché depuis des années était debout. Antoine s'est tenu au bord de la table juste une seconde, se stabilisant. Puis, avec une détermination qui défiait la douleur, il a fait un pas, puis un autre. Ses mouvements étaient raides. Chaque pas, une victoire sur l'impossibilité, mais c'était des pas réels. Il marchait. La première personne à réagir fut une femme des rangs arrière. Elle a poussé un sanglot fort, puis a commencé à pleurer ouvertement. C'était comme si un barrage s'était rompu. Soudain, des gens de toute la salle pleuraient. Certains sont tombés à genoux, d'autres s'embrassaient, d'autres sont simplement restés paralysés de respect face à ce qu'ils voyaient. Antoine a continué à marcher, chaque pas plus ferme que le précédent jusqu'à ce qu'il atteigne le centre de l'estrade surélevée. Là, au point le plus élevé, visible pour tous, il s'est retourné et a regardé la foule. Pendant des années a-t-il commencé, sa voix, résonnant dans la salle en silence absolu. J'ai perdu la capacité de marcher, mais j'ai perdu quelque chose de bien pire. J'ai perdu la capacité de croire en la justice, en la vérité, en la bonté. Il a regardé directement Jeanne. La fillette était debout maintenant, les larmes coulant sur son visage, mais elle souriait. Elle souriait comme elle n'avait pas souri depuis le début de ce cauchemar. Un enfant m'a défié. Elle m'a promis que je marcherais à nouveau si je faisais ce qui est juste. Alors j'ai cru que c'était impossible, que c'était juste l'espoir naïf de quelqu'un de trop jeune pour comprendre que le monde ne fonctionne pas comme ça. Il a fait un autre pas, cette fois, sans aucune hésitation, sans aucune tremblante. C'était comme si à chaque mot, à chaque vérité qu'il disait, plus de force lui revenait dans le corps. Mais elle avait raison, pas sur la magie ou les miracles, dans le sens où nous l'imaginons. Elle avait raison sur quelque chose de plus profond. Quand nous choisissons de faire ce qui est juste, quand nous choisissons la justice au détriment de la commodité, la vérité au détriment de la facilité, quelque chose en nous guérit, quelque chose se réveille. Il s'est tourné vers les 3 hommes menottés. Maurice avait cessé de crier. Maintenant, il regardait juste avec horreur. Serge pleurait en silence. Octave regardait le sol, vaincu. Vous avez construit un empire sur des injustices. Vous avez détruit des familles, vous avez ruiné des vies. Vous avez souillé le système qui aurait dû protéger les innocents. Et vous avez fait cela parce que vous avez cru que vous étiez intouchable, qu'aucune conséquence ne vous atteindrait. Antoine a fait un autre pas vers eux. Mais toute injustice, tôt ou tard, trouve sa résolution. Et aujourd'hui est ce jour. Il a frappé le marteau, le son résonnant comme un coup de tonnerre final. Maurice Dumas, Serge Lemaire et Octave Brunel.
Vous êtes officiellement accusé de formation de groupes criminels organisés, de corruption, de fraude procédurale, de fausses déclarations et en tant qu'instigateur de l'assassinat de Philippe Moreau. Vous serez immédiatement arrêté et vous répondrez de chaque crime. Les agents de sécurité ont avancé, emmenant les 3 hommes hors du tribunal. Maurice essayait encore de crier des menaces, mais sa voix n'avait plus de force. C'était juste les spasmes finaux d'un empire qui s'effondrait. Quand ils sont partis, Antoine a tourné son attention vers les victimes rassemblées dans la salle. Thérèse, Romain et tous les autres qui avaient été détruits par le système. Pour chacun de vous, l'État offre non seulement des excuses formelles, mais aussi une compensation complète. Vos noms seront blanchis, votre casier judiciaire sera effacé, et chaque jour passé en prison injustement sera compensé financièrement. Thérèse Leroy a éclaté en larmes, soutenue par d'autres autour d'elle. Romain Dumont, le jeune journaliste, souriait à travers ses propres émotions. C'étaient des gens qui avaient perdu des années de leur vie, qui avaient subi des humiliations inimaginables, et maintenant, enfin, ils recevaient non seulement la justice, mais aussi la reconnaissance. Mais Antoine n'avait pas encore terminé. André Leclerc, approchez-vous. André a avancé, tenant toujours la main de Jeanne. Ses jambes tremblaient, non de peur, mais d'une émotion si intense qu'elle menaçait de le faire tomber. « Monsieur Leclerc, » Antoine a dit, « au nom de ce tribunal, au nom de la justice, je vous présente mes excuses. Des excuses pour ne pas avoir écouté dès le début. Des excuses pour avoir presque permis qu'un homme innocent soit condamné. Des excuses pour avoir laissé le système échouer avec vous et votre famille. » André a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. Il a juste hoché la tête, incapable de contrôler le tremblement de ses lèvres. Antoine a alors fait quelque chose qu'aucun juge n'avait jamais fait dans ce tribunal. Il est descendu de l'estrade, marchant à pas de plus en plus ferme, et a tendu la main à André. « Merci, » a dit Antoine, simplement, pour avoir une fille qui m'a appris ce que j'avais oublié. Que la justice ne signifie pas seulement appliquer les lois. Cela signifie chercher la vérité, protéger les innocents, avoir le courage de poser des questions quand quelque chose ne va pas. André a serré la main du juge, et là, dans cette poignée de main, bien plus qu'un geste formel s'est passé. C'était de la reconnaissance, c'était de la rédemption, c'était la rencontre de 2 âmes qui avaient été brisées par le système et qui maintenant, ensemble, avaient contribué à le réparer. Mais le moment que tous attendaient n'était pas encore arrivé. Antoine s'est agenouillé devant Jeanne, arrivant à la hauteur de ses yeux. La fillette le regardait avec ce sérieux impossible, cette maturité que la douleur lui avait imposée. « Jeanne », Antoine a dit, et sa voix s'est finalement brisée, non de faiblesse, mais d'émotion pure. « Tu as sauvé ton père, tu as sauvé 15 autres familles, et tu m'as sauvé aussi. Tu as sauvé non seulement mes jambes, mais aussi mon âme. Je voulais juste que vous fassiez ce qui était juste. » Jeanne a répondu, sa petite voix, mais ferme. Parce que quand nous faisons ce qui est juste, de bonnes choses arrivent, même des choses qui semblent impossibles. Tu avais raison, plus raison que tu ne l'imagines. Antoine s'est levé et a pris quelque chose que Paul avait discrètement apporté, un certificat officiel avec des timbres et des signatures. Pour votre courage extraordinaire, pour votre foi inébranlable, et pour avoir été l'étincelle qui a allumé la justice quand elle était presque éteinte. À vous, Jeanne Leclerc, est décernée la médaille du mérite civil, la plus haute distinction que ce tribunal puisse offrir. La salle a explosé en applaudissements. Les gens se sont levés, applaudissant avec une force qui a résonné sur les murs. Les journalistes capturaient chaque angle tandis qu'Antoine passait la médaille autour du cou de la fillette. Jeanne a regardé la médaille, puis son père, puis le juge, et a finalement laissé les émotions qu'elle avait retenues si longtemps faire surface. Elle a pleuré, non de tristesse ou de peur, mais de soulagement, de victoire, de gratitude, parce qu'elle avait été écoutée quand tous l'avaient ignorée. André l'a prise dans ses bras, la serrant contre lui, tandis qu'elle sanglotait et lui pleurait sans honte, sans se cacher. C'étaient les larmes d'un homme qui avait presque tout perdu et qui maintenant avait tout retrouvé. Marie Duval s'est approchée, touchant doucement l'épaule d'André. « Monsieur, vous avez une fille incroyable », a-t-elle dit, ses propres émotions débordant. « Je sais », André a répondu en embrassant le sommet de la tête de Jeanne. « J'ai toujours su. » Antoine s'est retourné vers la tribune, mais cette fois, il ne s'est pas assis dans son fauteuil roulant. Il est resté debout et debout, il a prononcé la déclaration finale. Cette affaire nous a appris quelque chose de fondamental, que le système de justice est fait par des gens, et les gens peuvent se tromper, peuvent être corrompus, peuvent échouer, mais les gens peuvent aussi se relever, peuvent poser des questions, peuvent se battre. Il a regardé chaque visage dans la salle, imprimant ce moment dans sa mémoire,
que cette histoire serve de leçon. Pour les puissants qui croient être au-dessus de la loi, vous ne l'êtes pas. Pour les innocents qui subissent des injustices, n'abandonnez pas, car la vérité trouve toujours son chemin. Et pour nous tous, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une personne courageuse qui refuse d'accepter l'injustice comme normale. Le marteau a frappé pour la dernière fois. L'affaire est classée, mais personne n'est parti. Ils sont restés là, savourant ce moment, imprimant dans leur mémoire quelque chose qu'ils raconteraient à leurs enfants et petits-enfants. Le jour où ils ont vu la vraie justice être rendue, le jour où ils ont vu un homme marcher à nouveau, le jour où une petite fille a sauvé non seulement son père, mais a restauré la foi de toute une ville. En dehors du tribunal, des semaines plus tard, une plaque a été installée. Elle disait « Dans ce tribunal, la petite Jeanne Leclerc nous a appris qu'un courage n'a pas d'âge, que la justice n'a pas de limite et que parfois les miracles se produisent lorsque nous avons le courage de faire ce qui est juste, n'oublions jamais. » André a obtenu un emploi dans un cabinet d'expertise comptable qui valorisait son intégrité. Jeanne est redevenue une enfant, jouant, souriant, vivant sans le poids du monde sur ses épaules, mais elle porterait pour toujours cette médaille, non comme un trophée, mais comme un souvenir que même les plus petits peuvent déplacer des montagnes. Antoine Dubois a continué comme juge mais transformé. Ses sentences sont devenues un repère d'équilibre entre la loi et la compassion, et il n'a plus jamais utilisé son fauteuil roulant. Il marchait dans les couloirs du tribunal chaque jour, chaque pas. Un rappel qu'abandonner n'est jamais une option. Les autres victimes ont reconstruit leur vie. Thérèse est retournée travailler comme comptable, cette fois dans une ONG qui aidait les personnes accusées injustement. Romain a publié un livre sur toute l'affaire qui est devenu un succès national et l'héritage de ce jour. Il ne s'agissait pas seulement d'un juge qui a commencé à marcher à nouveau. Il s'agissait d'un système qui a appris à se relever quand il tombe. Il s'agissait du courage qui vainque la peur. Il s'agissait de la vérité qui vainque le mensonge. Il s'agissait de l'amour paternel étant plus fort que toute adversité. Et surtout, il s'agissait de ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un enfant qui croit que l'impossible n'est qu'une question d'avoir suffisamment de foi pour essayer. Fin de l'histoire. Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé de ce... Avec Maître Justin Dongwe-Houndé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers de